هي على الأقل ديمقراطية العبد كما يتغبي شوية. Maghreb Orient Express, bienvenue à tous, ravi de vous retrouver. Au programme aujourd'hui, une nouvelle génération plus que jamais mobilisée face aux bouleversements en cours en Méditerranée. Avec nous dans MOE, 3 personnalités d'horizons assez différents. Bayrem Kilani alias Ben Dirman, bienvenue à vous. Vous êtes chanteur, l'une des voix de la révolution tunisienne. Vous avez produit le titre collectif Citoyen Arni Alik, une chanson pour toi qui réunit des jeunes artistes tunisiens que l'on va découvrir dans quelques instants. Merzak Alouache, bienvenue à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes réalisateur. Votre film Les Terrasses sera présenté en ouverture du Maghreb des films à 2013, le 20 novembre à Paris à l'Institut du monde arabe. Vous avez obtenu le prix du meilleur réalisateur arabe au récent festival du film d'Abu Dhabi et le prix de la critique. Walid Fares est également avec nous sur le plateau de MOE sur TV5 Monde, expert auprès du Congrès américain en matière de défense et de sécurité nationale. Vous avez notamment été le conseiller de Mitt Romney lors de la dernière présidentielle, lorsqu'il était candidat à la Maison-Blanche. Et vous êtes l'auteur du livre Du printemps arabe à l'automne islamiste avec un point d'interrogation, édition Hugo et compagnie. Avant de vous donner la parole, avant que nos téléspectateurs ne vous entendent, place à la musique avec donc un extrait du clip Rani Alik, une chanson pour toi, une chanson pour la Tunisie. حوس لي برور في الغربة عديت أيامي درت البلدان كل مخمور نشوف في خيالك في منامي شوف في ثياب عليك تغور نسات اللي احنا ليك مالي من دمعاتك بناو القصور ونسى احوالك وحوالي نرجع لك ديما ديما ونفرفد فرح ما نحر في زناقك القديمة ما بدات البرح نرجع للاب البدور فني وغرامي بعرق مكبر صغاري ونسقي نواري مهما دارت الايام تنسى يا بلادي المحال مهما غاروا العديان والله ما يعيش فيك من خال مهما دارت الايام تنسى يا بلادي المحال مهما دارت الايام ترجع ست البلدان. Une mélodie tout en douceur, mais sur un ton toujours engagé. Ben Dirman, quel est le message de cette chanson? Je sais pas. Vous êtes surpris? Non, mais je sais pas. Moi, personnellement, je pense jamais à un message pour écrire une chanson. Mais la démarche, l'histoire de cette chanson, quelle voilà, est-elle? en fait, moi, j'ai créé en 2011 une fondation qui s'appelle El Masna, l'usine, The Factory, qui œuvre pour le développement culturel en Tunisie, pour faire découvrir les jeunes artistes, faire les workshops dans les régions, faire des ateliers de percussion, de son, de musique. Et on fait tout le temps des activités. Et la chose à laquelle j'ai pensé en travaillant sur cette chanson, c'est qu'on a tellement de talents qui ne sont pas vus, qu'on ne voit pas, qu'il est temps de voir autre chose. Est-ce que c'est pas pour dire aussi, 3 ans quasiment après le départ de Ben Ali, on est toujours là, les artistes, ne nous oubliez pas? Justement, les paroles de la chanson qui parlent de... moi, personnellement, j'en ai marre des chansons nationalistes qui parlent du pays comme si c'était quelque chose de divin, qui n'existe pas. Et là, j'ai pris des choses du quotidien. Le pays, c'est un bus qui ne vient pas, c'est la saleté, c'est les régions, c'est la beauté aussi, c'est tout ça. Donc, la question de l'identité où tous les politiciens font le crépage du chignon depuis 3 ans. Identité, non, on est islamiste, non, on est laïque, non,
elle est berbère, non. Et finalement, on est tout ça. Nous, notre message, c'est de dire, bon, foutez-nous la paix. Nous, on est Tunisiens, on sait ce qu'on est, on connaît notre identité, foutez-nous la paix. C'est aussi simple que ça, quoi. Merzak Alouache, je me tourne vers vous. Quel regard porte le réalisateur que vous êtes, l'artiste maghrébin, algérien, sur la situation que vit un pays voisin, la Tunisie? Quel regard? Alors, moi d'abord, je porte un regard sur mon pays et il n'y a pas très longtemps, je suis allé à Tunis et j'ai trouvé que malheureusement, les choses ont changé en Tunisie ces derniers temps. Et j'ai trouvé une similitude entre Tunis et Alger. C'était quelque chose qui n'existait pas avant. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de jeunes qui étaient là, dans les rues, dans les cafés, qu'il y avait une espèce de tristesse, qu'il y avait quelque chose de nouveau. Et donc aujourd'hui, effectivement, je pense que ce qui se passe en Tunisie est très dur. Et nous avons vécu, nous, il y a 20 ans, une situation un peu identique. Et on n'aimerait pas que l'histoire se répète. Walid Fares, je vais vous lire ce que disait le président Monsef Marzouki cette semaine chez nos confrères du Monde. Je pense que c'est essentiellement les partisans de l'ancien régime, les réseaux de l'ère Ben Ali, derrière lesquels il y a beaucoup d'argent, qui font tout pour saper la transition démocratique. Est-ce que c'est une analyse que vous partagez, qui est crédible? C'est ce que M. Morsi d'Égypte a dit avant que les 33 millions d'Égyptiens prennent les rues et mobilisent. Donc, effectivement, n'importe quel chef de régime va accuser l'ancien régime d'être responsable des manifestations. Il y a certainement des cadres, tout à fait, il a raison, il y a des cadres de l'ancien régime qui ne sont pas contents, qui vont financer, qui vont aider. Mais la masse, quand même, on les voit sur YouTube, on les voit sur les moyens de médias. C'est la société civile qui bouge. Et elle a des agendas qui sont très clairs, pas cachés. Ils veulent un changement démocratique. Ils n'ont pas été satisfaits par le gouvernement actuel. Alors, il dénonce aussi la main de l'étranger indirectement, sans les citer. Alors moi, je vais les citer sans doute, puisqu'il parle d'eux. Il ne parle pas de l'Algérie, puisqu'il dit que c'est un pays ami. Il parle sans doute, le président Marzouki, du Qatar et de l'Arabie Saoudite. Même question. Beaucoup de ces jeunes, beaucoup de ces sociétés civiles reprochent au Qatar de jouer justement la carte islamiste et de souffler sur les braises. Est-ce que c'est votre avis? Il y a eu beaucoup de critiques, non pas seulement au Maghreb, non pas seulement en Algérie, Tunisie, mais aussi en Libye, certainement, mais dans la région, en Syrie, y compris même dans la partie du Golfe, qui n'est pas très chaude pour le Qatar. Je pense que le Qatar a financé beaucoup d'institutions qui ont été contrôlées par des militants, surtout les frères musulmans en Égypte ou d'autres. Et donc le Qatar, maintenant, est en train de récolter l'investissement politique qu'il a fait depuis quelques années. Alors on l'a dit, vous avez été conseiller de Mitt Romney, l'ex-candidat à la présidentielle américaine. Aujourd'hui, diriez-vous que la politique américaine, elle est plutôt favorable à tel ou tel courant? Puisque vous parlez des islamistes et des démocrates. On a du mal à comprendre, en fait, la politique de l'administration Obama. On a mal à comprendre en Amérique vous aussi, y compris les membres du Parti démocratique, pas seulement les républicains. Je pense que l'administration Obama a été mal conseillée. Elle a été sous pression de deux genres de lobbies. Ceux qui voulaient faire le partenariat avec les frères musulmans et le Qatar. Et maintenant, ceux qui veulent favoriser un rapprochement avec l'Iran. La seule dimension qui n'a pas été testée, c'est en fait les sociétés civiles, c'est les ONG. Et c'est pour cela que j'ai écrit ce bouquin, pour essayer de conseiller non pas seulement aux Américains, mais aux Européens, où nous avons une brèche historique, c'est de faire un partenariat avec les jeunes, avec les femmes, avec les minorités ethniques aussi. Ben Dirman, vous êtes artiste, hein, vous ne faites pas de politique au sens concret du terme, enfin si ce n'est à la limite l'inverse justement. Mais c'est de la politique de dénoncer, bien sûr. De dire les choses comme elles sont, c'est aussi politique. C'est de la politique. Cela dit, tout de même, est-ce que pour vous une troisième voie existe en Tunisie? Et si oui, est-ce que vous y croyez? Quand je dis troisième voie, c'est-à-dire... Je voudrais juste faire une petite remarque à propos du Qatar, mais aussi à propos de tous les médias du monde. Ce que les médias, par exemple les médias français, par exemple quand j'ai vu des reportages sur Canal+, sur M6, j'ai vu des reportages alarmistes d'une façon incroyable. Moi, je suis tout le temps en Tunisie, je croyais qu'ils parlaient de Kaboul. Donc, il y a un certain... exagération. Il y a une certaine exagération très grave, parce que c'est vrai qu'il y a les islamistes. Grave parce qu'elle a un impact sur le tourisme, par exemple. C'est vrai qu'on a un président fou, mais il y a Hollande. C'est vrai qu'on a les islamistes, mais il y a Le Pen. C'est vrai qu'il y a les salafistes, mais il y a les fascistes en Europe. Donc, je pense qu'il y a
une certaine... comment dire, on aggrave un peu les choses. C'est vrai qu'on est dans une période transitoire, qu'on est mal gouverné, qu'on a des gens incompétents qui nous gouvernent, mais je pense que c'est la transition partout dans le monde, partout dans l'histoire. La transition prend du temps. La troisième voie, malheureusement, elle n'existe pas dans le sens politique qui pose alternative. Il y a une voie islamiste, une voie de l'opposition, et la troisième fois, la voie qui est majoritaire, c'est la voie du peuple, et qui n'est représentée ni par l'un ni par l'autre. Les gens n'ont pas... C'est vrai qu'ils ont ras-le-bol des islamistes au pouvoir, mais ils ont ras-le-bol des magouilles de l'opposition. Moi, je dis ça malgré mon père, qui est un des chefs de file de l'opposition. Et qui a fait des années de prison sous Ben Ali. Il a fait 17 ans de prison. 17 ans de prison. Mais c'est vrai qu'il y a un certain amateurisme politique des deux côtés. Et les gens, quand tu passes dans la rue et tout... Ils sont désabusés. Ils sont désabusés des deux. Donc la troisième voie, je pense que, et j'espère que non, on va œuvrer pour que ça ne soit pas le cas. J'ai peur que les prochaines élections, ce qui va gagner, c'est l'abstention. J'espère que ce ne sera pas le cas, mais maintenant, on va dans cette direction. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure, Ben Dirman, les problèmes du quotidien. Merzak Alouache, dans ses films, les a souvent illustrés. 5 histoires rythmées par 5 appels à la prière. C'est donc Les Terrasses, Merzak Alouache. Peut-être d'abord une première question. Pourquoi ce choix, finalement, de la prière en toile de fond, qui revient comme ça, comme un leitmotiv? Parce que c'est la réalité? Oui, parce que c'est le quotidien des villes et des villages dans tout le monde arabe, quoi. Donc aujourd'hui, on ne peut pas aller dans un pays arabe sans avoir ce leitmotiv des appels à la prière. Bon, c'est quelque chose qui est là. Moi, ça m'a plu parce qu'en même temps qu'il y a ces appels à la prière, en même temps qu'il y a l'idée de demander aux musulmans d'être sereins, d'être bien, de venir prier, etc., il y a des choses horribles qui se passent quelque part tout près de ces haut-parleurs qui diffusent. Comme dans ce quartier populaire de Bab el-Oued, quartier comme historique. Dans les quartiers, oui, j'ai tourné dans 5 quartiers d'Alger. En fait, c'est les 5 quartiers de la ville d'Alger, ce qu'on appelait la ville d'Alger avant, et qui est devenu maintenant le centre-ville, parce que ce qui se passe dans les grandes banlieues qui se sont créées avec des cités vraiment incroyables, atroces, des cités immenses où on a vraiment maintenant ghettoisé les gens qu'on a déplacés, etc. Donc ça, c'est une autre histoire. Déjà là, il y a des problèmes. Déjà, mon film qui parle de ce centre-ville, de ces quartiers du centre-ville, est un film noir, un film dur, etc. Et je crois que la réalité dépasse la fiction. Alors, qu'est-ce que vous entendez dénoncer dans ce film? Est-ce que c'est l'hypocrisie sociale? Est-ce que c'est une forme d'intolérance, de violence? Ben écoutez, moi je dénonce pas, moi j'observe, bon là je suis à mon 13e film, et depuis mon premier film, j'observe une société algérienne qui est, depuis l'indépendance, un peu identique. Hein. C'est une société qui est dominée par les jeunes. Hein. Les jeunes en Algérie sont 80% de la population et ils sont toujours là, ils sont toujours avec la malvie, avec ce qu'on appelle la hogra, c'est-à-dire l'espèce de mépris dans lequel on les tient, mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Les gouvernements changent, les ministres changent, mais il y a toujours cette même atmosphère qui règne en Algérie. Et donc, moi je ne dénonce pas, j'observe, et j'observe avec quand même depuis quelque temps une espèce de tristesse, parce que les films que je tourne ne sont pas vus en Algérie vraiment comme à l'époque. Enfin, la différence qu'il y a entre les années 70, et je pense que c'est dans tous les pays du Maghreb et même dans tous les pays arabes, c'est qu'il y avait un contact entre les artistes et la population jeune. On avait des débats avec les étudiants, etc. Tout cela a disparu. Donc aujourd'hui, moi, je suis dans une espèce de frustration, dans plusieurs frustrations. De ne pas pouvoir présenter votre travail au public algérien. De ne pas présenter mon travail au public algérien, que nos films ne circulent pas dans le monde arabe. Je pense. Mais pourquoi? Quel est le problème en Algérie? Pourquoi est-ce que vous pensez que le pouvoir a intérêt à ce que la société ne voit pas vos films? Le problème, c'est qu'il n'y a plus de salles, pratiquement. Déjà. Et donc, il y a aussi, depuis plus de 20 ans, et aussi un peu à cause de la situation dramatique qu'on a vécue dans les années 90, il
il y a une désaffection du public des salles. Donc aujourd'hui, il faut créer une nouvelle génération qui retourne au cinéma. Et ça, c'est pas le problème des cinéastes, c'est le problème peut-être des ministres de l'éducation. Il faut retourner au cinéma par l'école, quoi. Alors, justement, puisqu'on parle de l'Algérie, Walid Farès, j'aimerais vous entendre à ce sujet en comparant la situation en Algérie avec, ce qu'elle a été en Algérie avec l'Égypte d'aujourd'hui. Voici ce que nous dit un internaute. En Égypte, c'est l'opposition entre la répugnante armée et le parti islamique et non islamiste, dit-il. Et bien sûr, ce sont toujours les gentils qui gagnent à la fin, soutenus par Israël, qui a fait lobbying auprès des États-Unis pour qu'ils continuent à soutenir financièrement les militaires. Voilà ce que nous dit Romain. Donc peut-être d'abord sur l'Algérie, sur l'Égypte, avant le comparatif. Sur l'Égypte, on n'est pas dans le cas justement des islamistes et de démocrates. Vous avez oublié, si j'ai envie de dire, les militaires. Tout à fait. Il y a ce message qui a beaucoup de vérité, mais qui a beaucoup d'imagination aussi. Quand on amène Israël, les États-Unis, et tout ça, la réalité est que c'est vrai. En Égypte, il y a une lutte maintenant entre deux courants très clairs, les islamistes qui ne sont plus au pouvoir, mais qui sont très forts et peuvent bloquer ce pouvoir, et les forces laïques, libérales, femmes, minorités. Au milieu, il y a les militaires. Mais la troisième voie dont vous parliez n'est pas un des trois, c'est la majorité silencieuse. Alors cette majorité silencieuse ne bouge pas tout le temps, elle n'est pas organisée, elle n'est pas financée, elle est parfois mobilisée par l'une ou l'autre branche, on la voit parfois. Par exemple, en Égypte, quand les 33 millions d'Égyptiens ont marché une première fois le 30 juin, une deuxième fois en juillet, et puis ça disparaît. Alors la grande question dans la communauté internationale, c'est comment accéder à cette majorité silencieuse, comment pouvoir connecter avec elle et faire un partenariat politique. Sur l'Algérie, vous faites le même constat? Je pense que l'Algérie est derrière l'Égypte. Je pense que l'Algérie va se diriger, personnellement, je pense qu'elle va se diriger vers une situation égyptienne, mais comparable mais pas similaire, parce qu'en Algérie, il y a aussi des questions des minorités ethniques, d'une part, très important. D'autre part, il y a une tradition de l'armée qui a été très stable. Et troisièmement, il y a aussi une tradition très forte des ONG, surtout dans l'immigration, dans la diaspora. La diaspora algérienne est beaucoup plus active que la diaspora égyptienne. Alors la condition des femmes, c'est l'un des sujets qui, à tous les trois, vous tient beaucoup à cœur. On va justement partir à Casablanca, où nous attend Aïcha Sakri. Merci d'être avec nous aujourd'hui dans Maghreb Orient Express. Aïcha, alors vous êtes à la tête d'un magazine, vous dirigez le magazine Ili. Alors précisons que vous allez décerner le mois prochain le prix de la liberté 2013. Il sera décerné à une Marocaine donc au mois de décembre. Alors parmi les femmes en lice, on va en citer quelques-unes. Aïcha, il y a Naïma Zitane, la metteur en scène, Betty Lashgar, la journaliste également Leïla Gandhi, que nos téléspectateurs connaissent bien, l'écrivaine Mouna Hachim. Alors comment est-ce que vous avez fait votre sélection, Aïcha? Alors en fait, c'est au niveau de la rédaction d'Ili. Vous savez qu'Ili est un magazine militant qui milite évidemment pour les droits des femmes, mais aussi pour les libertés individuelles. Et le slogan, la ligne éditoriale, c'est « Les Marocaines libres et modernes ». Donc nous avons fait une sélection de jeunes femmes qui, pour nous, incarnent une certaine idée de la liberté. Alors certaines sont artistes, d'autres activistes, d'autres militantes. Mais leur dénominateur commun, c'est qu'elles sont toutes de la nouvelle génération, on va dire ça comme ça. Certaines sont connues, d'autres moins. Mais pour nous, le choix, c'était, en fait, le message, c'était de pouvoir dire aux lectrices, aux Marocaines qui nous lisent, que chacune de nous peut militer à son niveau pour plus de liberté dans notre pays, dans notre quotidien. Alors Aïcha Sakri, on parlait juste avant de vous avoir au téléphone, on parlait des printemps arabes, beaucoup de déceptions aujourd'hui, de désillusions. Est-ce que pour autant, ces révoltes en Méditerranée qui ont débuté il y a bientôt 3 ans, est-ce qu'elles ont donné une nouvelle impulsion au combat féminin, au Maroc par exemple, et au-delà en Méditerranée? Alors, ce qui s'est passé donc, dans le monde arabe, effectivement, a touché un peu tous les pays, y compris au Maroc, où il y a eu, je pense que ce qui n'était pas mauvais chez nous, c'est que les jeunes ont pu prendre la parole, donc on a vu des jeunes parler. Donc il y a eu un acquis qui est important, c'est la liberté d'expression. Donc les gens aujourd'hui dénoncent, parlent, revendiquent davantage via les réseaux sociaux et Internet. Alors maintenant, au Maroc, il y a aussi aujourd'hui un gouvernement islamiste qui est aux commandes. Et évidemment, les femmes, en tout cas les associations féminines traditionnelles, ont peur qu'il y ait des reculs. Donc voilà, le mot d'ordre, c'est aussi la vigilance. On sait que
les femmes ont été les premières, et souvent, partout d'ailleurs, à chaque fois qu'il y a une révolution, elles sont sur le terrain, elles revendiquent, mais à la fin, c'est elles qui en payent les prix, et le prix fort souvent, comme on a pu le constater. Merci beaucoup Aïcha Sakri d'avoir été avec nous ce soir dans Maghreb Orient Express. Je rappelle donc que vous allez décerner le prix Illy de la Liberté 2013. Ce sera le mois prochain et on suivra cela attentivement. Peut-être une réaction, Ben Dirman, à ce que vous venez d'entendre, les femmes grandes perdantes de toute révolution. Grande perdante de toute l'histoire. On vit dans une société patriarcale, qu'on le veuille ou pas. Une fois, j'ai lu un livre d'une sociologue marocaine, je pense, Mernissi, qui disait que le système qu'on vit, même dans la société, est semblable à celui du harem. Et c'est l'homme qui dirige tout dans pratiquement toutes les multinationales, les productions internationales. Et les femmes n'arrivent presque jamais à arriver à... en Tunisie, chez nous, on a des femmes très fortes. On a pratiquement, dans toutes les familles tunisiennes, c'est la femme qui gouverne. Mais dans l'apparence, c'est l'homme qui détient tout, c'est l'homme qui... c'est l'homme qui est favorisé. Merzak Alouache, c'est un des mots de la société algérienne, la condition des femmes. Oui. Le pays n'avance pas aussi pour ça? Non, le pays n'avance pas sur ce plan et surtout il recule puisque après les émeutes de 88 et après ce qu'on avait appelé un peu, pas le printemps démocratique, mais une Algérie démocratique à l'époque qui a duré quelques mois, puisqu'après on a eu l'horreur que tout le monde connaît. Il y a eu vraiment un foisonnement d'associations de femmes qui ont disparu. Voilà. Et aujourd'hui, il ne reste plus que des dossiers qu'on peut lire dans la presse sur la violence qui est faite aux femmes, sur les enlèvements d'enfants, sur beaucoup de problèmes qui touchent les femmes. Et surtout, on voit beaucoup de protestations qui viennent des anciennes moudjahidettes, c'est-à-dire ces femmes qui sont très âgées et qui protestent de la situation qui est faite aux femmes aujourd'hui en Algérie. Donc, sur ce plan aussi, c'est très dur. Walid Fares, c'est un baromètre, la condition des femmes, un baromètre des libertés aujourd'hui en Méditerranée? Tout à fait. Il y a 3 dimensions. La première, c'est l'espoir. Les femmes arabes, la plupart, les éduquées, celles qui sont connectées, voient qu'est-ce qui se passe au monde, pas seulement en Europe, mais en Amérique latine, en Asie, voient tout cet avancement et rêvent d'y arriver. Puis il y a la deuxième dimension, réalité sur le terrain, comme la dame l'a bien dit. Au Maroc, il y a des gens qui sont très concernés, en Algérie, en Tunisie, tout ça. Et puis il y a quand même l'avancement des militantes féminines. Ça avance partout, mais à un certain moment, la majorité silencieuse est celle qui va décider du droit des femmes. Alors on va terminer par un tour de table sur vos projets aux uns aux autres. Un été arabe, vous y croyez? J'y crois très fermement, je le vois même, mais c'est la distance temporelle. C'est quand? Dans les 5 ans à venir, dans les 10 ans à venir, ça dépend de beaucoup de choses. La première, c'est l'unité des rangs des libéraux, des démocrates de par le monde arabe. Deuxièmement, c'est que la communauté internationale doit savoir où aider, qui aider et quand. Ben Dirman, les artistes vont rester à la pointe de la contestation en Tunisie, vigilants jusqu'au bout? J'espère que vous laisserez M. Marzouki ici, chez vous. Ça serait bien pour nous, ça serait merveilleux parce qu'il ne sert à rien là-bas. Sinon, même dans l'été arabe, entre guillemets, parce que je ne crois même pas au printemps arabe, on sera toujours des emmerdeurs de tous ceux qui gouvernent, qu'ils soient islamistes ou libéraux. C'est notre rôle de... Mais vous dites aujourd'hui qu'il y a un point de non-retour avec ces révoltes, quand même, on peut les appeler comme on veut, on peut être pessimiste, optimiste, il y a un point de non-retour quand même, vous dites on ne se laissera plus faire? Déjà, on ne laisse pas faire, mais déjà, par exemple, nous, dans les 2 ans, entre 2011 et 2013, on a plus de 10 artistes en prison. Donc, on a intérêt à ne pas se laisser faire. En tout cas, vous êtes toujours très collectif. Hein. Vous avez enregistré votre dernier album à Los Angeles et vous ne le dites même pas. Au moins, c'est dit. Comment il s'appelle cet album? Ça s'appelle Zoufri. Bon, on vous réinvitera pour ça alors. Oui, ça sera début février. L'avant-première sera en France, donc... Eh bien, on en reparlera. Donc, voilà. Les chansons deviennent meilleures, en tout cas. Oui, alors Merzak Alouache, pareil, le mot de la fin, il est pour vous, les projets. Donc, en Algérie, pour l'instant, on ne verra pas les terrasses. On a vu récemment le Repenti. Oui. Vos projets, Merzak Alouache? Écoutez, là, je viens de projeter le Repenti à Alger, donc un film
qui a pu être vu par beaucoup de gens, mais bon, dans une seule salle hein, et dans une seule soirée. Donc je suis très content parce qu'il a été vu dans de bonnes conditions. Ben là, je me prépare aussi à montrer mon film, Les Terrasses à Alger, en Algérie, dans les salles qui restent. Enfin, on va voir comment s'organiser. Et puis là, à Paris, donc, mon film passe au Maghreb des films le 20 novembre. Tiens, et puisqu'il nous reste un peu de temps, ça ne vous a pas échappé, Yasmina Khadra, une des grandes plumes francophones, a annoncé sa candidature à la présidentielle en Algérie. Comment vous avez accueilli à titre personnel la nouvelle, ou est-ce que vous y pensez vous aussi? Non, non, pas du tout. Mais bon, je pense que tout le monde a droit de faire ce qu'il a envie de faire. Moi, je suis démocrate, pourquoi pas? Pourquoi pas? En tout cas, M. Merzek, on vous aime beaucoup en Tunisie et on attend votre film parce qu'il y a un public cinéphile en Tunisie. Et je pense que voilà, le grand problème, en tout cas du Maghreb et du monde arabe, c'est que justement les produits artistiques ne circulent pas. Vous l'avez dit tout à l'heure, il n'y a pas cette émulation. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à Maghreb Orient Express. J'aurai quant à moi le plaisir de vous retrouver dimanche prochain pour un nouveau numéro et dès demain dans 64 minutes, Le Monde en français. À très vite sur TV5 Monde. من صغري حوس لي برور في الغربة عديت أيامي درت البلدان كل مخمور نشوف في خيالك في منامي شوف في ثياب عليك تغور نسات اللي احنا ليك مالي من دمعة